Bonjour, nous reprenons nos travaux pour l'après-midi de conclusion du colloque qui a peur de la déconstruction, et nous avons le grand plaisir d'accueillir maintenant Aurélien Barraud, qui est professeur à l'Université Grenoble-Alpes, directeur du Centre de physique théorique de Grenoble, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et spécialiste de relativité générale et cosmologie quantique. Il est également, ça n'est pas le moindre de ses attributs si j'ose dire, docteur en philosophie. Je citerai quelques livres récents pour ce qui est de sa production bibliographique. Anomalie cosmique à propos d'astrophysique, Météorite, un essai poétique, et Il faut une révolution politique, poétique et philosophique, un essai sociétal. Je vous passe la parole avec plaisir et honneur. Merci beaucoup, merci infiniment de votre invitation dont je suis très honoré. Étant, je crois, le seul participant à ce colloque à n'être pas philosophe, je m'autoriserai à être assez naïf, simpliste, peut-être caricatural, et j'espère que vous me le pardonnerez. On n'a pas le droit de trahir, pas même les traîtres. On n'a jamais le droit de trahir personne, écrivait Péguy dans Notre jeunesse. Mais de quel droit est-il ici question ? Et qu'est-ce que le droit, sans autre précision ? En sciences sociales, bien souvent, il est défini comme l'ensemble des règles qui assurent que le comportement des individus demeure conforme à l'éthique dominante. Et voilà précisément le problème. Ne pas trahir, c'est donc nécessairement entériner l'établi. C'est choisir le confort, l'inertie, peut-être le clanique. C'est oublier le fragile et le réfutable. Ne pas trahir, c'est donc nécessairement trahir. Trahir plus profondément, plus douloureusement, plus insidieusement, plus méchamment peut-être. Ne pas trahir, c'est méta-trahir. Aujourd'hui, parce que ce temps est singulier, plus que jamais, la trahison relèverait du courage nécessaire, de l'indispensable, du vital et même de l'élégant, pour ne pas dire du généreux. Alors bien sûr, chaque époque s'est considérée comme charnière, unique, critique. Finalement, c'est peut-être le propre de l'histoire que de constituer un système perpétuellement chaotique. À chaque instant, tout peut bifurquer. La criticité est, pourrait-on dire, infiniment disséminée. Chaque moment est une concrétion de contingence. Sans doute, est-ce pourquoi d'ailleurs il n'existe jamais véritablement de leçon de l'histoire. Pourtant, de façon presque sournoise et organique, dans une sorte de viscéralité tissulaire, quelque chose ne cesse, me semble-t-il, de nous murmurer l'exceptionnalité qu'on pourrait dire fractale du petit atome de temps que nous traversons aujourd'hui. Je ne parle ni d'une crise écologique, ni d'un problème énergétique, moins encore d'un dérèglement climatique. Je parle d'une surcatastrophe dont la cause, la fulgurance, le sens et la violence s'avèrent sans équivalent, littéralement. Non pas une extinction massive, mais une extermination délibérée. Nous sommes, c'est un fait, la civilisation la plus meurtrière qui a jamais habité ce monde, et la seule dont la barbarie demeurera visible sur des durées géologiques. Dans cette situation, rien ne peut sans doute s'avérer plus essentiel que les outils de la déconstruction. Notre ami Jean-Luc Nancy, dont je me souviens d'ailleurs avec grand plaisir du sourire malicieux qu'il arborait quand j'évoquais cette histoire de trahison devant François Tanguy, un autre disparu récent, y voyait la manifestation de ces signes annoncés par Freud, Paul Valéry, Bergson, Heidegger, Gunther Anders, Jacques Ellul. Le moment, disait-il, d'une crisis, c'est-à-dire d'une maladie qu'il devient enfin possible de nommer parce que les symptômes comme l'étiologie s'imposent avec une terrifiante évidence. Alors que le mal demeurait jusqu'alors latent, presque sournois, au moins insidieux, il s'est mué presque instantanément en une pathologie transparente. Il n'est plus possible de ne pas le voir, le savoir, le sentir et le ressentir. Je me permets quelques rappels triviaux.
En quelques années, nous avons éradiqué les 2/3 des insectes. En quelques décennies, nous avons éradiqué les 2/3 des mammifères sauvages. En quelques mammifères, nous avons éradiqué, quelques millénaires, les 2/3 des arbres. Des centaines de milliers d'êtres humains décèdent chaque année en Europe de la pollution. Les particules fines ont fait s'effondrer l'espérance de vie mondiale de plus de 2 ans. L'eau de pluie est maintenant impropre à la consommation partout sur Terre. Les projections sont apocalyptiques. La vie est en train de mourir sur cette planète. Ce n'est pas une crise du climat, ce n'est pas une interruption des cycles biogéochimiques, une dévastation des espaces vierges, une introduction d'espèces invasives, une pollution des airs, acidification des mers et stérilisation des sols. C'est un peu tout cela, évidemment. Mais le dire ou le penser ainsi, c'est encore trop peu. Nous sommes avant tout dans une catastrophe métaphysique. Notre monde en arrive à considérer qu'une balade réelle au sein d'une forêt feuillue ou épineuse, gorgée de fragrances d'humus, est une atrophie de l'expérience numérique d'un déplacement virtuel dans une sylve programmée. À considérer qu'une systématicité algorithmique stupide, éhontément nommée intelligence artificielle, est préférable à une analyse fine et singulière. À considérer que les messages de Twitter, haineux, souvent, vulgaires, toujours, devraient être relayés ou relatés en lieu et place des événements ou pensées authentiques qu'ils dévoient ou déchoient. Il serait, c'est vrai, aisé d'arguer que tout cela n'est pas nouveau. Et ça serait correct. La bassesse des calomnies proférées à l'encontre d'Auguste par Octave afin d'oxyre, avant même qu'il puisse éclore, un Occident hybridé d'Égypte et presque en chimère de lui-même, était à l'unisson de la médiocrité de nos réseaux dits sociaux. Mais quelque chose pourtant dépasse aujourd'hui cet échec qu'on pourrait dire immémorial et sans doute endémique. Je crois qu'on pourrait le résumer à ce quadriptyque. Nivellement, tout doit être comparable. Envoûtement, il n'y a plus d'ailleurs. Autonomie, en l'occurrence de la sphère technique qui relève d'un développement tumoral. Et obstination, nous rompons avec une tradition qui semble remonter au Paléolithique et qui consistait à cheminer, à tenter, à renoncer, à explorer et à corriger. Alors je n'ai ni le temps ni la compétence pour étudier la lente genèse de cette idéologie nécrophile. Mais une chose est certaine, c'est à la racine qu'il faut travailler cet échec civilisationnel. C'est donc, une fois de plus, une fois encore, aux vieilles systématicités de notre vieux logos qu'il va falloir faire face. Soyons clairs et simples. L'aveuglement, coupable et grossier de la plupart de nos dirigeants et intellectuels d'apparat consiste aujourd'hui, face à la découverte plus que tardive d'une situation effarante comprise pourtant depuis des décennies, à chercher comment continuer dans la même direction en diminuant un peu les externalités négatives. Autrement dit, comment raser les forêts, massacrer les animaux, exploiter les pays pauvres, artificialiser chaque atome de réel et laisser les SDF mourir dans la rue, mais quand même en émettant un peu moins de CO2. Quelle misère! La toute autre direction nécessaire n'est pas même posée sur la table en tant qu'hypothèse. Et la situation, je crois, est un peu la même en philosophie. Et en sciences d'ailleurs, mais ce n'est ni le lieu ni le temps de l'évoquer. Nous nous enlisons dans une fausse logique du clinamen. C'est-à-dire que nous cherchons des infléchissements infimes qui auraient des conséquences infimes. Ça n'a aucun intérêt. Ce que Lucrèce évoquait au De Natura Rerum, c'est au contraire une déviation, ou plus exactement une déclinaison nec plus quam minimum, qui pourtant conduirait à un résultat extraordinairement autre et, en un sens, inanticipable, ce qu'on pourrait nommer un espace ensemencé de circonstances. Face à la fin du monde, et je le dis au sens littéral, développé là encore par Jean-Luc Nancy, puisque le monde est le sens du monde.
quelle légitimité la pensée de la surenchère affirmatrice peut-elle encore revendiquer? Denethem Tuam Bona, magnifique penseur de notre effondrement cosmopoétique, avait un jour, je crois, qualifié de crachat du maître l'arrogance superfétatoire et omnirépressive de la réitération ad nauseam des idées dominantes et, de fait, mortifères autant que prédatrices. La complaisance dont le déjà cru est intellectuellement nulle et éthiquement pernicieuse. Dans cette chute, s'il est une pensée qui peut nous sauver, c'est bien celle de la déconstruction. Déconstruction, disait Derrida, du logocentrisme, du phallogocentrisme, du carno-phallogocentrisme, tout y est. Il ne devrait tellement plus être nécessaire de rappeler une fois de plus, une fois de trop, que le logos, qu'il est ici question de combattre, n'est évidemment pas la raison. Quand bien même nous le souhaiterions, je crains que nous ne le saurions. Mais l'hégémonie omnipotente d'un discours, parce que l'oralité est importante, qui se repaît de l'oubli de sa propre contingence, qui veut se croire nécessaire, qui finit par se penser indispensable, qui n'imagine pas même ne pas être unique et inébranlable en sa cynique et pourtant terriblement désuète absoluité. Même face au désastre, même face à l'effondrement, même face à la hideur exhibée et revendiquée. Le niveau d'ensorcellement qui est le nôtre confine au tragique. La technologie nous tue. Ce n'est pas une croyance, c'est une observation. Et nous développerons donc plus encore le geste ingéniérique. La perte de continuité avec les autres vivants nous détruit. Ce n'est pas une idéologie, c'est une connaissance. Et nous les réifierons donc avec une hargne toujours plus féroce. L'oubli de la poétique du réel nous aliène. Ce n'est pas une crainte, c'est un fait. Et nous martellerons donc toujours davantage qu'il faut se soumettre aux lois débiles du marché, de la communication et des talk-shows. Face à ce constat, fleurit généralement un appel à l'action, à l'engagement, à la transition, dans le meilleur des cas, à la révolution. Nous sommes, hélas, ici encore bien loin du compte. Je crois qu'il est temps d'appeler à la trahison. Voilà une idée qui pourrait effrayer. Mais la trahison dont il est ici question, ce ne serait évidemment pas celle qui renie les amitiés, les amours et les fraternités. Elle n'aurait rien de la petite mesquinerie sournoise et narcissique, arriviste et égoïste. Ce serait plutôt la trahison de Genet, insolente et courageuse, que Deleuze considérait comme une ligne de fuite salvatrice, que Derrida d'ailleurs faisait un peu résonner avec Hegel d'Angla. Ce serait une manière de se tourner vers l'autre sans l'assujettir à soi, devenir traître à son genre, traître à son rang, traître à sa race, traître à sa caste, traître à sa patrie, traître à son époque. Ce n'est évidemment guère dans l'air du temps. Ça ne l'a d'ailleurs sans doute jamais été, parce que c'est angoissant de trahir. On quitte plus que sa zone de confort, on quitte son monde de nomination. On perd ses affidés d'antan en demeurant suspect aux yeux de ses alliés à venir. Les résistants et les révolutionnaires sont toujours des traîtres à l'inertie, des traîtres à l'évidence, des traîtres à ce qu'ils auraient dû être, suivant les attendus alentours. La trahison peut évidemment prendre le visage de l'infamie, quand elle relève d'une suraffirmation égotique et répressive. Elle constitue sans doute alors l'abjection suprême. Mais lorsqu'elle devient un geste de désenclavement, un coup fatal à l'ankylose des dominances entérinées, par mise en danger de celui qui les dénonce, elle incarne alors, provocation pernicieuse et audacieuse, presque indolente dans son incongruité, le seul courage qui, je crois, mérite de se revendiquer tel. Exister, c'est se mouvoir hors.
c'est se rappeler qu'il y a toujours plus d'une manière de jouer. C'est se souvenir que parfois, il faut tricher par probité. Parce que le protocole est trop étroit pour être net, et refuser catégoriquement de se laisser confisquer le langage. Aucun échappatoire sans braver les interdits du diktat de la langue consacrée. Ce qui exige de fait une haute trahison. Une trahison, pourrait-on dire, sous contrainte de générosité. La trahison est infecte quand elle renie la parole donnée, pas quand elle conteste les schèmes hérités. Alors que, dans un dernier soubresaut mortifère, dans une dernière gigantesque éjaculation nihiliste emmenée par les structures phalliques des fusées obscènes qui font fantasmer nos milliardaires et hommes d'État, notre système à bout de souffle implore de resserrer les rangs, de sauver les privilèges, d'évincer toute forme de dissonance, alors que les mêmes mots épouvantails et menaçants sont martelés sans limite pour empêcher la pensée de naître et entériner les régimes d'ascendance, alors que l'ère de la vindicte et de la calomnie interdit toute finesse et toute audace, je crois qu'il est temps de trahir, avec grâce et insoumission, avec amour et détermination. Jean-Claude Martin avait intitulé son beau livre sur Jacques Derrida « Une déconstruction de l'Occident ». C'est un peu ce dont il est effectivement question, dans sa double dimension synchronique et diachronique. Les gardiens du temple vide, les cerbères de l'état de fait, les zélateurs de la vérité, claire, unique, offerte et ouverte, pensent que Derrida est allé trop loin, qu'il a ouvert la boîte de Pandore, qu'il est temps de refermer la parenthèse postmoderne ou l'aparté post-structuraliste, d'achever la French Theory, qui d'ailleurs n'existe pas, mais peu importe, pour en revenir à la pensée sérieuse, rationnelle, démonstrative, scientifique, analytique et technique, comme si la finesse était irrationnelle. Je ne veux même pas ici arguer en faveur de la subtilité nécessaire, à dire vrai, vitale, du geste derridien. Je l'ai écrit quelque part, tous les participants à son colloque l'ont, sans doute beaucoup mieux que moi, écrit quelque part. Je veux juste dire, sans honte, sans rougir, sans avoir à présenter d'excuses, sans trembler à chaque phrase, le seul tort de Derrida, c'est de ne pas être allé plus loin. L'échec de l'Occident, au sens large, au sens où l'entendait par exemple Sonny Laboutancy, est total. Nous sommes, je le répète à dessein parce que ce n'est pas exactement un détail, du point de vue de la biosphère, la civilisation la plus meurtrière de tous les temps. Ça ne touche d'ailleurs pas que les non-humains, puisque les ravages du néocolonialisme ont fait, suivant par exemple l'analyse de Chomsky, de la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale, l'une des plus violentes de l'histoire, loin de nos regards. Et tout cela pourquoi ? Permettre le déploiement d'un monde de machines et d'algorithmes, orchestrés par des employés réifiés, conscients de la caducité de leurs emplois et de la nocivité de leur production. Cette situation est profondément inepte. Et notre suffisance pousse encore certains prétendus intellectuels à considérer quel est le meilleur ou finalement le seul monde possible. Le grotesque a assez duré, la farce était triste et pour tout dire, de mauvais goût. Le seul geste qui soit aujourd'hui, je crois, fondamentalement intenable, coupable et stérile, c'est celui tentant de réaffirmer les valeurs nécrosées qui mènent au désastre. Le réformisme technocratique a montré sa vacuité. Nous ne manquons pas seulement d'imagination, nous manquons de compétences et de connaissances. Les innombrables cultures qui ont constellé ce monde sont autant d'exemples d'univers possibles, en actes, que nous avons littéralement effacés. Se demander aujourd'hui, mais que faire, si ce n'est ce qui est déjà à l'œuvre ici et maintenant, relève finalement d'un racisme assumé autant que d'une bêtise assénée. Tout cela pour dire,
il est temps de se faire un peu bandit, voyou ou rebelle, ou peut-être pirate, à la limite corsaire, en hommage à Pasolini. La déconstruction ouvre une brèche? Oui, c'est vrai. Et alors? Elle est trop mince, et c'est là sa seule faiblesse. Il n'est pas question de faire porter tous les maux du monde à notre vieille métaphysique, ou à notre un peu moins vieille physique. L'une et l'autre sont étincelantes par certains aspects, on le sait trop bien. Il est question de comprendre qu'aujourd'hui, nous savons, au sens le plus fort et normatif de ce terme, que sans un séisme de la pensée, demain sera morne et après-demain sera mort. Nous ne sommes pas dans une crise écologique. Nous sommes dans une maladie de l'esprit. Ce sont les mots de Jean-Luc Nancy. Il les savait dangereux, évidemment, mais il les osa, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Dans un dialogue dont nous avons maintenant toutes les raisons de penser qu'il est authentique, le chef amérindien Kandiaronk rétorquait à son interlocuteur, expliquant que les Occidentaux deviendraient les plus malheureux du monde sans les valeurs qui sont les leurs. Mais vous l'êtes déjà. Je ne conçois pas que vous puissiez l'être davantage. Le mélange d'ennui, de servilité, de vénalité, d'obéissance et pour tout dire de médiocrité qui définit notre monde ne cessait de sidérer les indigènes. Ils n'avaient encore pourtant rien vu. Et c'est d'ailleurs précisément à cette période, j'entends il y a quelques siècles, que la technique se vit définir comme élément essentiel du dit progrès, parce qu'il fallait bien trouver de quoi sauver notre modèle prédateur, pour ne pas dire génocidaire, qui ne tenait pas la moindre autre comparaison, autre que technique, j'entends, avec les propositions alternatives. Les Wendats étaient abasourdis par notre consentement à l'esclavage. Nous avons si peur de nos maîtres. Et en ce moment même, une part de moi se demande sans doute, ce que je dis là n'est-il pas trop institutionnellement incorrect? Le fait que les mots soient prononcés, sur invitation, à la prestigieuse École normale supérieure me couvre-t-il entièrement? Et si un petit bout de mon discours était extrait, détourné, monté en épingle, tweeté, peut-être en souffrirais-je les conséquences. Tout cela est un peu triste. Alors, revenons à la déconstruction. Référer à Protagoras, Nietzsche, Derrida, Foucault, Deleuze ne semble possible qu'avec 1000 précautions, en les tolérant pour leurs éventuelles qualités littéraires, mais en conspuant leur légitimité philosophique. J'aimerais que ce colloque soit moins le déclencheur d'un courant de pensée inédit ou d'un renouveau conceptuel que le moment d'une audace et d'une fierté. Non pas d'une arrogance décomplexée, ce serait un peu vulgaire, laissons cela à nos adversaires, mais plutôt d'une clairvoyance résolue, d'une détermination revendiquée, d'une perte de la peur. Oui, nous sommes, en tout cas pour certains d'entre nous, un peu fatigués du logos. Oui, nous voyons que c'est joué en lui, en parallèle d'incontestable fulgurance, évidemment, une catastrophe irréversible. Pour cela, certains nous nommeront irrationnels. Ils feindront de croire que nous appelons à la sorcellerie. Tant pis, ne perdons pas de temps à trop les contredire. Peu nous en chaud. Sans doute, ignore-t-il que c'est précisément l'irrationalité européenne qui, je l'évoquais, a stupéfait avant tout les peuples colonisés. Ils nous trouvaient bêtes plus que méchants. La connivence indéfectible de la suffisance intellectuelle sans pareille de notre civilisation, qui est pourtant celle de la Thanatocène, pour citer Morin, avec sa puissance technodélétère, a créé un monstre, un cancer, une tératologie métastatique. Logos a des vertus, soit. Mais il a peut-être aussi quand même quelque chose d'un petit mantra de représentant de commerce face à la grâce inquiète et douloureusement exigeante de la maths égyptienne. J'y reviendrai. Il paraît que nous, les déconstructeurs, avons été, parfois à mots couverts,
traité de 1000 noms peu glorieux dans un colloque de soutien à l'ordre dominant. Parfait, ces insultes seront nos médailles. Et quand on nous dira « vous êtes relativiste, woke, indigéniste, intersectionnel », on saura que tout cela n'a aucun sens et aucun intérêt, aucune substance ainsi résumée. On sourira et on rétorquera « oui, bien sûr ». Et alors ? Ça ne voudra pas dire que nous sommes d'accord, juste que nous n'avons plus de temps à perdre. Ça voudra dire « vous ne nous faites plus peur ». La suraffirmation du déjà cru est aujourd'hui la seule posture dont la gravité délétère ne fait aucun doute. La défense à tout prix d'une pensée déjà presque hégémonique et manifestement suicidaire n'est pas qu'une faute logique, c'est une faillite éthique et esthétique. Je ne veux pas utiliser le bref temps qui me reste encore pour proposer une nouvelle idée ou un nouveau concept philosophique. Ce sont là des choses sérieuses qui se prêtent mal, bien sûr, à l'oralité et à la brièveté, surtout dans un colloque sur la déconstruction. Ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de comprendre que ces petits îlots de déconstruction forment un archipel. Non pas un système, bien sûr, surtout pas un système, un rhizome, disons. Il y a, je crois, une connivence presque secrète entre chaque geste de trahison des attendus. Alors je vais prendre un exemple qui n'est pas tout à fait neutre, sachant qu'un exemple, bien sûr, c'est toujours un peu plus qu'un exemple, et celui-ci en particulier. Martin Heidegger. Le nom sonne à lui seul comme un couperet, presque une guillotine, posée sur le cou meurtri de la pensée philosophique. On n'en finirait pas, à juste titre, de le détester et de le renier pour toutes ces impardonnables raisons qui furent ressassées sans fin. L'affaire est entendue. Mais puisqu'il n'y a précisément ici plus rien à dire, revenons plutôt au cœur de sa pensée, à l'être du temps, au chemin qui, hélas, ne mène pas nulle part. Non pour y trouver rétrospectivement la cause de tous les maux, ce serait à la fois trop facile et très factice, mais parce que la blessure immense qui gangrène toute la pensée européenne s'y révèle sans doute mieux que nulle part ailleurs. Heidegger, comme un stigmate de la métaphysique occidentale, paradoxalement. Une acmé triste et pauvre dans son exubérance hautaine et subrepticement condescendante, un double nœud coulant. Le premier brin de la corde du nouage fatal, ce serait l'étrange analyse heideggerienne de l'oubli de l'être. Alors il est quand même un point, je crois, sur lequel Heidegger s'est montré plus fin, plus incisif et sans doute plus visionnaire que Nietzsche. C'est la question de la technique. Tandis que l'auteur de Zarathustra y voit en partie seulement, une expression de la volonté de puissance et une forme autorisée de vitalité latente, le philosophe de Fribourg comprend que se dessine en fait un danger sournois et incommensurable à tout autre. La technique est interprétée par Heidegger comme l'étape ultime de la longue dépossession d'une humanité égarée qui, se pensant démiurge, devient en réalité le simple outil de son propre dispositif. La technique, érigée en finalité, prend la forme quasi quintessentielle du nihilisme. L'objectivation réifiante des étangs par la technopensée omnisciente d'un déni d'angoisse confine finalement à la négation de la vérité, comprise bien sûr ici comme dévoilement. L'implacable conclusion fut, c'est un euphémisme, confirmée. Et la déconstruction de la toute-puissance du dit principe de raison, en cela qu'il préfigure l'avènement d'un machinisme généralisé, demeure vraisemblablement un geste signifiant et pertinent, encore largement inexploré, dont je ne veux même pas avoir à rappeler encore et encore qu'il ne s'agit évidemment pas d'un principe de déraison, ce qui n'aurait aucun intérêt, mais d'alter-raison. Derrière ce constat que je crois brillant et certainement anticipatoire, Heidegger va néanmoins déployer une étrange analyse de l'oubli de l'être. Toute sa philosophie est dirigée vers cette idée. L'être doit être pensé en tant que tel, dans une distinction essentielle entre le plan ontique des étangs et le plan ontologique donc de l'être en lui-même. La question qui avait conduit à la naissance de la philosophie serait aujourd'hui oubliée.
l'exceptionnalité de l'interrogation sur l'être, seul véritable fondement infondable de la métaphysique, aurait été omise. Le Dasein représente l'étang à partir duquel peut être pensée la question de l'être, mais évidemment, et c'est tout le problème, il ne se confond pas avec ce dernier. Les sciences positives auraient achevé de nous détourner de la réflexion ontologique cardinale et originelle. L'être aurait été négligé alors même que se serait joué ici la question de principe par excellence, je le cite, ce qui paradoxalement signifie pour Heidegger la plus concrète et pragmatique qui soit. Étonnamment, je trouve que l'extinction progressive de la question de l'être puisse en fait constituer une libération salvatrice n'est jamais envisagée par Heidegger. Que sa dissolution puisse sublimer sa manifestation n'apparaît jamais comme une vision viable. Que sa négation même, comme on le découvre d'ailleurs dans d'innombrables autres cultures, s'avère légitime, n'entre jamais dans le champ des possibles. Cette hypothèse est impensée. Plus que sous le joug d'un oubli de l'être, n'y a-t-il pas lieu de revisiter notre vieille philosophie à l'aune d'un oubli de l'autre, ou plutôt, sans doute, de l'être par l'autre, de l'autre pour s'être? L'obsession ontologique a certainement joué un rôle central dans la naissance de la métaphysique. Heidegger rappelle à raison, bien sûr, qu'elle a, je cite, « tenu en haleine Platon et Aristote ». Mais il ne parvient pas à imaginer que sa lente disparition, dès Platon et Aristote d'ailleurs pour lui, relève éventuellement d'une compréhension, diffuse et incertaine, souvent non dite et encore balbutiante, de ce que l'être, au cœur même de ce qui le porte le plus irréductiblement, se diffracte et se multiplie, s'évanouit sous sa propre prolifération. Jean-Luc Nancy, sur les pas, là encore, de Jacques Derrida, qui ne cessait d'affronter Heidegger, l'a suggéré à maintes reprises. Être ne peut signifier qu'être plus d'un. Quelle place reste-t-il alors pour le fantasme du fondement, unique et perdu, indélébile et transhistorique, de l'être en lui-même? Fût-ce, comme chez Heidegger, sous la forme d'un retrait. Chez le deuxième Heidegger. D'autant qu'une double tenaille disloque aujourd'hui plus que jamais le sens de la question de l'être appréhendée dans sa dimension ontonomique. D'une part, toute la physique contemporaine, croyez-moi sur ce point, plaide pour un réel relationnel. Les choses ne sont pas, c'est ce qu'on a compris depuis le début du XXe siècle, en tant que telles. Elles sont toujours et intrinsèquement les unes par rapport aux autres. L'ontologie vole littéralement en éclats sous le microscope des sciences de la nature. Et la tendance n'est ni fortuite ni contingente. Elle relève d'une longue et inexorable évolution à sens unique. L'appréhension du monde est inévitablement relative. Supposer l'existence même d'une structure sous-jacente est un vœu pieux qui n'est soutenu ni par la trame théorétique, ni corroboré par le geste expérimental. Et d'autre part, donc, en écho aux conclusions, je trouve, de la physique théorique, une certaine philosophie analytique tend également aujourd'hui à défaire la possibilité même d'une ontologie fondamentale en indexant les différentes structures ontiques au monde qui les rendent possibles. C'est, par exemple, l'enjeu de la pensée de Nelson Goodman qui suggère que les différents univers que nous parcourons, de la science à la musique, en passant par la fiction et la poésie, sont irréductibles les uns aux autres. Aucun n'est en droit supérieur ou hégémonique. Aucun ne peut constituer le socle d'où émergent les autres. Nous créons des systèmes symboliques qui, quand ils fonctionnent cognitivement, sont tous également corrects. La vérité s'assèche, le monde s'étiole, l'être s'invente dans ses variations et mutations. Voilà, je crois, où se produit la première bifurcation dramatique du corpus heideggerien. Ne pas avoir osé penser que l'oubli de l'être, que l'extraction du cercle vicieux d'un questionné qui dévoie immédiatement le sens même du questionnement puisse constituer un élan salvateur. Un peu d'air frais dans la trop dense architecture binaire et dichotomique de notre métaphysique traditionnelle. Il est dangereux de ressusciter les morts. L'être dont rêve, et il s'en est rendu compte d'ailleurs, l'être dont rêve Heidegger s'est évanoui
de façon sans doute plus irréversible encore que le visage de l'homme évanescent qu'évoque Foucault. Peu à peu, le fantasme réducteur mais reposant d'un unique fondement, d'un en-soi principiel, d'un intrinsèque où s'originerait chaque étant, s'est dérobé dans un foisonnement jubilatoire. Il s'agit moins d'un progrès du savoir, qui oserait ici définir ce qu'est le mélioratif, que d'une forme imparable de diffusion dictée par le pullulement des prismes. Plus que périlleux, tenter de redonner vie aux zombies ontologiques, alors même que la prolifération des sens constitue le seul sens du monde désormais pensable, s'avère littéralement désastreux. La peur du multiple, du nombreux et du léger, en un sens ici proprement nietzschéen, se fait coupable et mortifère. Le nihilisme ne s'exprime pas que dans l'obsession technique, il nervure aussi le mirage d'une reviviscence de l'absoluité de l'être, alors que tout plaide, à corps perdu, en faveur d'une ouverture au relationnisme pluriel d'un réel polychrome et protéiforme. Si Nietzsche a évité, par anticipation, les écueils dans lesquels Heidegger s'est précipité, c'est sans doute parce qu'il savait que plus haut que l'amour du prochain est l'amour du lointain. Je cite bien sûr. Parce qu'il savait que Dionysos doit être discipliné par Apollon, sans quoi il conduit à la barbarie. Parce qu'il savait que le rehaussement perceptuel des couleurs du réel est l'enjeu authentique de la pensée, parce qu'il avait conscience que se représenter toujours l'ennemi comme vulgaire est précisément le fait des âmes vulgaires. Ce qui mène inexorablement au second brin de la corde du nouage heideggerien, l'obsession grecque. La philosophie, je cite, est dans son être originel, de telle nature que c'est avant tout le monde grec, et seulement lui, qu'elle a requis pour se déployer. Pour Heidegger, comme sans doute pour Hegel et Husserl, la philosophie parle grec. Pire, la rationalité en elle-même ne peut s'exprimer et s'échafauder qu'en grec. Le miracle grec signifierait finalement la naissance véritable de l'humanité, celle qui s'inscrit dans la dimension historiale. Parménide comme invention du destin. Peut-être sommes-nous malades de la Grèce. Malades de n'avoir, 25 siècles durant, pas trahi sa métaphysique rigide et hégémonique. Et inversement, malades de l'avoir récemment trahi sur l'autel de la finance sanctifiée. La Grèce comme un symptôme, la Grèce comme une syncope. Heidegger, en tant que forme paroxystique d'une passion triste, d'une cécité disséminée et totégorique. Il serait sans doute légitime d'arguer que la grande histoire occidentale a omis l'immense dette que la Grèce a contractée à l'égard de l'Afrique. Mais il est finalement moins question d'une injustice que d'une injonction. Insupportable injonction à se fondre et à fonder l'ordre du réel en lui-même dans l'ourdissage de la rhétorique platonicienne. La matrice nomocentrique et logodéique quadrille l'espace des possibles. Plus de 2000 ans avant le premier présocratique, l'Égypte inventait pourtant une cosmologie et une cosmogonie cohérente et rigoureuse, où la pensée du nombreux jouait précisément un rôle central, puisque Ré est d'emblée un et multiple. Le Noun, qui n'est pas sans rappeler la Korah du Timée, suggère une grande origine subtile, latente et informe. Sans qu'il se confonde avec le néant, se dessine ici un fondement légitime, quasi contraire aux topiques heideggeriennes. Il n'est plus question de penser l'être dans son articulation aux étangs, mais plutôt l'existant au sein des flux primordiaux en tant qu'il s'instensifie. Les modalités se divisent dès l'origine. En plus d'un sens, la vérité-justice, maths, loi morale, plénitude sociale, ordre cosmique, invitation à la vertu et cadre épistémique, 5 minutes, semblent rétrospectivement avoir embrassé tout ce que le logos grec avait savamment oublié, négligé ou invisibilisé. Pour le meilleur et pour le pire, nous sommes les fils et filles de Logos. Mais si le soleil de la raison peut dissiper les ténèbres, c'est vrai, il tente aussi à masquer les nuances.
et à craqueler la glaise partant de canicules. Question de dosage. Pharmacone, une fois de plus. En obérant la solution égyptienne, qu'il conviendrait plutôt de penser comme une réécriture de sa question, Heidegger a perdu de vue la possibilité d'un ailleurs de l'arché en tant que ce dernier constitue, là je cite Derrida, le commencement et le commandement. La double hélice de l'inexorable spirale heideggerienne est en place, obsession de l'un et oubli des autres, passion de l'être et prison de l'âtre. Le déni de l'existence d'une rationalité non grecque, largement antécédente à cette dernière, et le refus catégorique d'une dissolution signifiante et libératrice de l'analytique existentielle dans sa propre exubérance, ne sont ni anodines ni hétérogènes l'une à l'autre. Se dévoile ici, en filigrane, tout un pan de l'unidirectionnalité de la philosophie occidentale, une incapacité structurelle à s'extraire de la taxinomie originelle dont les catégories construites se fantasment comme données dans la négation inassumée de ses propres implicites. La question, bien sûr, dépasse infiniment le seul cas Heidegger, qui n'en constitue vraisemblablement qu'une instantiation presque caricaturale. Prise en étau entre l'illusion, c'est ma dernière feuille, d'unité et phobie du chaos, notre vieille philosophie s'est usée dans le sillon de son inertie. Le diamant dialectique a fendu le disque dialogique. S'intéressant à la vérité, Heidegger rappelle à raison que le concept ne va pas de lui-même et fut sujet à de multiples variations au cours du temps. Il est essentiel de le poser. Mais concernant la question de l'être, il fuit la solution relationnelle au profit d'un retour au dévoilement, à l'éthéia, une fois encore. Alors bien sûr qu'une forme de haute vérité soit portée par la poésie mythique, comme Heidegger l'affirme dans l'origine de l'œuvre d'art, est très certainement correcte, et le souligner me semble être éminemment nécessaire. Mais tenter d'y effondrer ou d'y atrophier toutes les morphologies d'un concept singulièrement bourgeonnant mène vraisemblablement à une violence que Derrida, précisément, n'aura cessé d'affronter et de subvertir. Je pense naturellement en particulier aux travaux sur Freud, Cézanne et Blanchot. La philosophie occidentale sème à la folie dans son fantasme de rigueur. Elle dessine les linéaments d'une humanité libre, logique et méthodique, presque définie par son opposition au peuple dit primitif qui aurait été agi par des instincts quasi mécaniques. On n'en finit plus de se raconter la naissance de la rationalité. Plus inébranlable encore, l'absence de pensée animale, que nos savants sont souvent sots. Combien de cours de philosophie de terminale, il y a des exceptions bien sûr, mais combien se cramponnent-ils encore au grotesque propre de l'homme, à la conscience, à prononcer la voix tremblante et la main sur le cœur, comme la République, dont nous serions les seuls dépositaires. Tout cela est parfaitement faux, on le sait très bien. Mais ils ont si peur parfois, nos philosophes. Là aussi, même là, Derrida avait ouvert un chantier immense et indispensable. Courageux, l'animal donc que je suis. Il est temps de conclure. Nous nous sommes fourvoyés, nous, les humains de la nosocène, puisque nous sommes bel et bien malades. Ça ne fait aucun doute. Notre incapacité à penser tout ailleurs, ailleurs de nos valeurs, de nos addictions, de nos dominations, de nos désirs et de nos bassesses, relève du pathologique, puisqu'il ne s'agit pas que d'imaginer, ce qui c'est vrai est parfois difficile. Il suffirait pour commencer de contempler l'histoire et l'altérité. En tant qu'arme de trahison massive, face aux attendus d'un système suicidaire, la déconstruction constitue, je crois, un petit miracle, au moins un véritable joyau, à mon sens, un don d'amour. Lui tourner le dos aurait quelque chose du gâchis veule ou de la bêtise crasse. Que ce colloque soit l'occasion non d'un hommage, mais d'un sourire, vers cette infime épiphanie d'intelligence où philosophie, art et littérature se sont frôlés pour se donner une chance de ne pas effondrer la pensée dans une ritournelle nocive, terne et pour tout dire, assommante d'ennui.
Comme on peut le déduire du bel ouvrage de Graeber et Wengrove, la question n'est pas tellement de comprendre aujourd'hui pourquoi nous sommes dans une situation catastrophique. Bien que nos moyens d'action matériels rendent cela incomparablement plus grave que ce qui a pu advenir dans un passé reculé, il est évident que nous ne sommes pas les premiers à faire face à l'erreur. Ce qui est probablement nouveau, incroyable, alors que nos prédécesseurs étaient explorateurs, inventaient et déconstruisaient sans cesse des systèmes politiques, économiques, poétiques, c'est que nous demeurions incapables de changer de direction, de désir et de symbole, même face à la connaissance certaine de l'échec. Ne pas déconstruire aujourd'hui, c'est un peu choisir de mourir. Merci.